Binge audio. Vous vous souvenez des fameux crosses du collège ? Quand il faut faire 15 fois le tour d'un parc avec un marron dans la poche pour éviter le point de côté, que le sol est mouillé, vous avez peur de glisser sur les feuilles mortes et de vous rétamer. Mettez-vous dans mes baskets. C'est un matin de printemps, vous avez 12 ans et une course de fond vous attend. Sans échauffement, sans préparation, sans relais, avec des obstacles à franchir, vous rappelez des moindres détails, des pièges à éviter, dans le bon ordre. Et un sac de plomb sur les épaules. Surtout, ne rien oublier. Parce que sinon, vous serez disqualifié. Tout ce que vous direz ce jour-là pourra se retourner contre vous et donner des points à votre principal adversaire, votre agresseur. Cette première épreuve commence pour moi en plein cours d'histoire géo en 5e. Le directeur du collège vient me chercher, ma mère m'attend en bas, direction le commissariat. Maintenant la course commence. Je vais porter plainte pour viol contre mon père, ce qui est rare dans les années 90 dans les affaires d'inceste. Et ça l'est encore aujourd'hui. Dans 70% des cas, il n'y a pas de dépôt de plainte. Il existe pourtant des structures avec du personnel formé où cette démarche est facilitée, où l'on accorde du crédit à la parole de l'enfant, où l'on essaie de rendre un peu moins pénible la procédure judiciaire. Et c'est dans ce parcours du combattant que je veux vous emmener. « 20 000 lieues sous ma chair », une série documentaire de Caroline Potier. Épisode 2, à bout de souffle. J'ai claqué la portière de la BX. Accompagnée de ma mère, j'ai gravi les marches qui mènent au commissariat de police de ma commune, tout vitré, situé en bord de Marne. Je me souviens des heures d'attente dans les couloirs, à regarder la moquette murale, moche, j'ai jamais compris le principe, à renifler l'odeur de tabac froid et de café. Ma mère a été auditionnée en premier, et puis c'était mon tour. J'ai été reçue dans le bureau en bordel d'un enquêteur. Il devait avoir la trentaine. J'ai le souvenir d'un homme attentif, calme, à l'écoute. Il me croit et ne remet pas ma parole en doute. Je suis bien tombée. Je sais que ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est pas de la chance, hein. Ça devrait être normal. Toutes les victimes devraient être accueillies et écoutées comme je l'ai été. Partout. Tout le temps. Point à la ligne. Cette audition, elle n'a pas été filmée. Ça se faisait pas encore à l'époque. Elle a duré longtemps, je dirais bien 2 heures, car il faisait pratiquement nuit quand elle s'est achevée. Et puis j'avais faim. L'enquêteur, lui, il avait pas l'air dans son assiette. Je me suis dit que je lui avais coupé l'appétit en lui racontant toutes ces horreurs. Je me rappelle qu'à un moment, il a pris le combiné posé sur son bureau, il a tiré le plus possible sur le fil du téléphone pour s'éloigner de moi, et il a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. Ouais chérie, c'est moi. C'est pour te dire, je vais pas m'attendre pour dîner. Hein. Ouais non, je suis désolé, je t'expliquerai, mais là je suis avec une gamine et ouais, c'est compliqué. De toute façon j'ai pas faim, mais je t'appelle quand je pars. Ouais, je t'aime.
Dans cette première épreuve, vous n'êtes donc pas seul à devoir reprendre votre souffle régulièrement. L'enquêteur ou l'enquêtrice à la recherche de preuves peut aussi montrer des signes d'épuisement. Vous savez jamais comment va se passer une audition d'enfant. Jean-Michel Breton est commandant de gendarmerie. En 30 ans, il a entendu des centaines de jeunes victimes de violences sexuelles. Vous pouvez très bien avoir dans votre dossier un dossier qui porte sur une agression sexuelle, des attouchements, et vous retrouvez à la fin de l'audition avec un enfant qui vous a parlé de 4 viols. La particularité de l'audition, c'est un local qui est fermé, et vous le savez très bien, vous qui faites des interviews, etc., il y a des moments, il y a des choses qui se passent avec la personne qui est en face de vous. Ces émotions, elles peuvent transpirer même si elle pleure pas, si elle vous les montre pas. Il y a des enfants qui sont comme ça, ils rentrent dans la pièce et ils vous prennent. Ils happent votre sensibilité et ça vous perturbe. Moi, je me souviens d'une petite fille de 6 ans et demi que j'avais entendue sur une histoire d'agression sexuelle. Elle est rentrée, là, toute frêle, dans la salle d'audition avec sa parka et tout. Et je sais pas, les faits n'avaient rien d'extraordinaire. Hein. C'était une agression relativement classique, sans violence, etc. Mais cette petite fille, elle m'a embarqué émotionnellement et j'ai eu beaucoup de mal à rester professionnel. Parce que quand vous êtes dans l'émotion, vous n'êtes plus professionnel sur votre audition. Et c'est là qu'il faut songer à se faire remplacer éventuellement, à ne pas se lancer dans l'audition si on sent qu'on n'est pas capable de le faire. Vaut mieux attendre un peu, qu'un autre collègue vienne prendre la main, plutôt que de se lancer dans une audition sachant qu'on n'y est pas à l'aise et ne pas la réussir. Parce que pas plus qu'on se met à courir des marathons sans entraînement, on ne peut pas écouter des victimes sans s'y être longuement préparé. Jusqu'à récemment, trop peu de professionnels, policiers, gendarmes, mais aussi médecins, étaient formés pour écouter et accueillir dignement la parole des jeunes victimes. C'est en train de changer, petit à petit. Alors comment faire ? Comment faire pour que déposer plainte ne soit pas une nouvelle torture ? Des techniques, des protocoles et quelques structures existent. À Poitiers, je me rends dans l'une d'entre elles, une unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, une UAPED, installée dans le CHU de la ville. Le principe, c'est de regrouper au même endroit toutes celles et ceux qui vont enquêter sur ce qui est arrivé aux enfants. Les officiers de police judiciaire ou les gendarmes, les médecins légistes, les psychologues, les assistantes sociales et les infirmières. Cette prise en charge globale, elle existe pour éviter à l'enfant d'avoir à se rendre au commissariat ou à la gendarmerie, puis à l'hôpital. Ces structures adaptées aux besoins de l'enfant ont commencé à être mises en place à la fin des années 90. Et la France en compte désormais un peu plus de 80. D'autres sont en projet. C'est pas tant que ça, au regard des 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année en France et des centaines de milliers d'autres victimes de maltraitances diverses. Dans la salle d'attente de l'UAPED de Poitiers, je suis face à une jeune fille de 13 ans, toute vêtue de noir, avec de longs cheveux bruns qui lui couvrent les épaules. Elle doit être auditionnée par les gendarmes pour agression sexuelle. Donc moi, je suis Marilyn, donc je suis gendarme. Donc moi, mon métier, c'est d'auditionner les adolescents sur les choses qui ont pu leur arriver. Donc du coup, on va discuter toutes les deux. D'accord. Ça va aller ? Ouais. Tu viens avec moi, je vais te présenter la salle dans laquelle on va discuter. Madame, vous pouvez venir aussi. Elle est accompagnée de sa mère. Je te montre la salle dans laquelle il va y avoir mes collègues. Là. Donc tu vois, ça va être enregistré sur cette petite borne-là. Et mes collègues sont là. À un moment donné, pendant l'audition, je vais revenir ici pour voir si j'ai des questions à poser à mes collègues, si j'ai oublié des choses ou pas. D'accord ? Donc dans la salle d'entretien, maman, elle pourrait t'accompagner, mais je pense que t'es grande, on peut faire l'audition toutes les deux. Nous sommes dans une salle dite Mélanie. C'est une salle équipée de matériel pédagogique, adapté aux différents stades de développement de l'enfant. Il y a aussi une caméra. Les mineurs sont filmés afin qu'ils n'aient plus à répéter des dizaines de fois leur histoire, comme ça a été le cas pour moi et pour plein d'autres victimes pendant des décennies. J'ai assisté à l'audition de cette adolescente, derrière la glace sans teint, dans le local technique qui permet d'assurer son enregistrement. Il y avait aussi 2 autres gendarmes et une psychologue. Ils étaient là pour relever les premières informations et observer le comportement de cette jeune victime.
J'aimerais mieux te connaître. Parle-moi des choses que tu aimes faire. Ses questions sur ses hobbies, ses passions, c'est pas juste pour détendre la jeune fille. Parle-moi plus de faire du sport. Ça permet à la gendarme d'évaluer son aisance, sa capacité à s'exprimer sur des sujets plus anodins. Et ça suit en fait un protocole d'audition bien défini, le protocole NICHT, le National Institute of Child Health and Human Development. Une technique mise au point en 1996, aux États-Unis, pour interroger les enfants victimes de violences sexuelles. Il s'agit de poser des questions ouvertes, non suggestives, afin d'obtenir des réponses plus longues, plus détaillées. C'est une technique considérée comme fiable, dont le taux de dévoilement varie entre 70 et 80%, plus qu'avec tout autre protocole. En France, on a commencé à l'enseigner officiellement en 2016 aux policiers et aux gendarmes, et encore pas à tous. Pourtant, une audition bien menée peut avoir une haute qualité probatoire dans la suite de l'enquête. Si je te pose une question et tu ne connais pas la réponse, tu me dis « je ne sais pas ». D'accord ? Moi, je veux pas que tu devines, que tu inventes des choses pour me faire plaisir. D'accord ? Ok. Si je me trompe, ou je dis des choses qui sont fausses, tu dois me le dire. Tu n'hésites pas à me corriger, d'accord ? Ok. Moi, je rencontre beaucoup d'adolescents pour qu'ils me disent la vérité sur les choses qui leur sont arrivées. C'est très important qu'aujourd'hui, tu me dises la vérité. D'accord ? Chef Marilyn explique les règles de l'épreuve que cette adolescente est en train de passer. Une épreuve qui dure en moyenne entre 40 et 60 minutes. Elle part à la recherche de preuves dans la mémoire de cet enfant. Et pour y arriver, elle utilise tout un tas de petites phrases. Donc maintenant que je te connais un petit peu mieux, je veux parler de la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des énoncés de soutien. Donc je t'écoute. Donc tu es rentrée, qu'est-ce qui s'est passé après ? D'accord. Ok. Donc on va reprendre, si tu le veux bien. Je note parce que c'est très important ce que tu me dis. Les sourires, les regards, les hochements de tête sont aussi importants pour mettre l'enfant en confiance. Le langage corporel doit l'encourager à poursuivre, mais sans rien suggérer. Autre étape fondamentale de ce protocole NICHT, dans les cas d'inceste où l'enfant est exposé à des violences sexuelles multiples et répétées, on l'invite à raconter la première et la dernière fois que les viols ou les agressions sexuelles se sont produits. Pourquoi on fait ça ? Parce que très souvent, pour l'enfant qui va avoir été victime de faits sériels, c'est-à-dire qui tous les soirs va avoir son beau-père qui va rentrer dans son lit et va l'agresser sexuellement, lorsque vous allez avoir l'audition, quand vous allez lui dire « raconte-moi ce qui se passe », il va vous raconter un espèce de mélange de toutes les agressions qu'il y a eu. Mais ça va correspondre à rien de précis. Jean-Michel Breton, commandant de gendarmerie, a enseigné à des collègues ces techniques d'audition de mineurs au Centre national de formation de la police judiciaire à Rosny-sous-Bois. Et pour pouvoir mettre en cause un agresseur, la première fois, c'était quand ? Voilà, on va poser la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois ? La dernière fois qu'il est venu dans ton lit, c'était quand ? Voilà, la dernière fois, parle-moi de la dernière fois. On lui fait raconter la dernière fois. Parle-moi d'un autre fait marquant où il y a eu quelque chose de particulier. Et l'enfant, il va nous raconter ces 3 faits. Et au moins, sur ces 3 faits-là, on a vraiment des déroulements qui sont propres à ces séquences-là. Il ne faut surtout pas se retrouver avec une espèce de mélange de toutes les histoires, parce qu'au bout d'un moment, si vous ne questionnez pas l'enfant comme ça, vous allez vous retrouver avec un enfant qui va vous raconter une agression sexuelle qui reprend des éléments de toutes les agressions qu'il a eues, mais que vous n'arriverez pas à opposer à une agression sexuelle, parce qu'il va vous dire « mais non, ça ne s'est jamais passé comme ça ». Alors que là, si vous avez tel jour, ça s'est passé comme ça, et l'enfant, il le décrit du début jusqu'à la fin de l'événement, vous pourrez objecter des choses à l'agresseur sexuel. Tu vas pas aller à l'école cet après-midi ? Non. Quel jour ? Mercredi. Eh bien écoute, en tous les cas, je te remercie, je vais aller te ramener avec maman. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse des promesses, qu'on vous dise que votre agresseur sera puni et condamné, car la suite de l'enquête, elle vous est inconnue. Allez, on repart. L'audition, c'était juste la première étape de notre course de fond. Si vous avez de la chance, la deuxième épreuve commence tout de suite. Ça vous fait gagner un peu de temps.
car c'est maintenant sur votre corps qu'il faut cette fois-ci chercher les preuves. En fait, c'est une course contre la montre, dont le compte à rebours a commencé juste après la dernière agression sexuelle ou le dernier viol. Pour moi, ça a vraiment mal commencé. Pour voir un médecin, j'ai dû attendre 1 an après avoir déposé plainte contre mon père. À 13 ans, donc, je me fais expertiser par un gynécologue. Il a très bonne réputation, c'est un peu le gynéco qui a accouché toutes les femmes de bonne famille de ma petite ville. Pendant l'entretien qui précède l'examen, il me dit « Tu sais, des petites menteuses comme toi, j'en vois à longueur de journée. » C'est la première fois que je vois un gynéco. Appelons-le docteur Ducon. Je me retrouve à moitié nue, les jambes ouvertes, les pieds dans les étriers froids. Là, il me regarde et il me lance. « Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Encore une petite salope qui a écarté ses cuisses devant les petits copains ?» J'explose en larmes. Je cherche le soutien auprès de l'assistante ou de l'infirmière qui me tient la main. Après ça, je me souviens plus de rien. Je sais juste qu'en sortant, je m'écroule dans les bras de ma mère qui m'attend dans le couloir. Alors 25 ans plus tard, quand je rencontre l'équipe de médecins légistes de l'UAPET de Poitiers, je me dis que j'aurais donné cher pour les trouver sur ma route. En fait, dans la mallette, on a la maquette pour montrer, expliquer, de la vulve. Dans les cas d'inceste, un examen des parties génitales peut être requis pendant l'enquête pour corroborer les accusations. Un schéma pour aussi expliquer aux enfants. Et puis on a tout le matériel qu'on peut être amené à utiliser, dont les sondes à ballonner, les petits écouvillons pour leur expliquer que c'est juste comme un coton-tige et qu'on frotte et que ça fait pas mal. Docteur Marie Lebeau est médecin légiste, responsable de l'UAPET de Poitiers. Pour être sûre qu'elle parle le même langage que les mineurs qu'elle reçoit en consultation et éviter toute confusion, elle leur demande de nommer et de situer leurs parties intimes sur une maquette. Donc, je leur explique qu'elles vont s'installer. Je leur montre la position, souvent moi-même, pour qu'elles voient, et que je vais examiner. Donc ici, au niveau de la vulve, les grandes lèvres, les petites lèvres, l'anus, que là, il y a leur clitoris. Je leur demande toujours si elles ont déjà regardé, comment elles étaient faites. C'est pas souvent qu'elles aient déjà regardé. Au cours de cette description, je décroche quelques secondes. Ça me replonge dans un très mauvais souvenir. Ce cours d'anatomie, moi, c'est mon père qui me l'a dispensé. À 8 ans, il a placé un miroir devant mon sexe. Au-delà de me dire que ma vulve ressemblait à celle de ma mère, il m'a expliqué ce qu'il avait le droit de faire, selon lui, sur cette partie de mon corps, en détail. Tu vois, là, t'as un trou. Au bout du trou, il y a une petite peau à l'intérieur. Et cette petite peau, il faut surtout pas la percer. Quand je mets mon zizi dans ton trou, je le mets pas jusqu'au bout pour pas percer la petite peau. Pleure pas. C'est insupportable, hein ? Je sais. Cette scène cruelle du miroir, je tiens quand même à ce que vous l'entendiez, parce qu'elle révèle le genre de manipulation par les mots que les enfants victimes d'inceste peuvent subir. Et ce sont des spécialistes comme Dr Lebeau qui peuvent contribuer à remettre les choses à l'endroit, en utilisant le bon vocabulaire, en faisant preuve de pédagogie, d'une vraie pédagogie, au service de l'enfant cette fois-ci.
Dans l'imaginaire un peu collectif, souvent les gens se disent si l'hymen est intact, il ne s'est rien passé. Ce qui est totalement faux. On le sait maintenant qu'il y a énormément de raisons qui font qu'un hymen puisse être intact, avec des faits qui sont avérés, que ce soit des faits de tentative de pénétration, elle ne réussit pas toujours complètement, qu'il y ait eu des lésions et qu'elles aient cicatrisé, on sait qu'un hymen cicatrise, que l'hymen soit ce qu'on dit compliant, c'est-à-dire il peut laisser passer des pénétrations. Il y a aussi parfois des enfants très jeunes qui ont une sensation de pénétration et en fait la pénétration elle est pas complète, elle est simplement à l'entrée du vagin, mais eux ont quand même cette sensation de pénétration et donc ça n'a pas forcément laissé de lésion. Il s'agit de la même chose pour l'anus pour les petits garçons, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des blessures de l'anus du fait de pénétration qui auraient cicatrisé et que nous, quand on voit l'enfant, quelques semaines, quelques mois, quelques années après, il n'y ait plus de lésion, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé au moment des faits. Quand ce sont des victimes d'agressions sexuelles et notamment d'inceste, les révélations ont souvent lieu très longtemps après les faits et donc notre examen est très souvent dans les limites de la normale. Quand cet examen est normal, ce qui est quand même la majorité des cas, j'explique aux enfants, puisque je leur dis toujours ce que j'ai trouvé, qu'il est normal, mais que ça ne remet absolument pas en cause ni leurs paroles, ni ce qui s'est passé. Parce que souvent, elles nous regardent comme si on leur dit il n'y a pas de blessure, elles ont l'impression que du coup, on va remettre en doute leur discours, ce qui a été fait pendant longtemps, ce qui n'est plus le cas actuellement, en tout cas en médecine légale et en pédiatrie, on est tous parfaitement d'accord sur le sujet. Donc on reprend. Ce n'est pas parce qu'un examen est normal qu'il ne s'est rien passé. Il est dit anormal seulement si les traces des sévices sont encore visibles sur le corps de l'enfant, ce qui est rare, car les victimes d'inceste parlent en moyenne 5 à 10 ans après les faits. Pour certains mineurs, le parcours peut s'arrêter là au sein de l'UAPED de Poitiers. Pour d'autres, il y a une 3e épreuve. Elle a lieu 8 à 10 jours après l'audition et l'examen médico-légal. C'est un entretien avec l'assistante sociale et les psychologues du service. Comme pour l'examen médico-légal, l'entretien psychologique devrait toujours être réalisé par des praticiens et des praticiennes formés, par exemple en victimologie ou en psychotraumatisme. Bingo! Encore une épreuve au cours de laquelle moi, j'ai laissé des plumes. Je ne me souviens pas exactement du contenu de cette expertise. Ce pédopsychiatre, appelons-le Dr Maboul, faisait visiblement partie du même club que Dr Ducon, vous savez, le gynécologue. Vous êtes une belle enfant, vous avez séduit votre père, vous êtes ce qu'on appelle une Lolita. Mais là, je me suis dit que ce spécialiste racontait vraiment n'importe quoi. Ce qu'il a fait, c'est bien plus tard que j'ai eu les mots pour l'analyser. Ça s'appelle l'inversion de la culpabilité. Il m'a fait croire que j'étais responsable des viols de mon père. L'adolescente de 17 ans que je rencontre à l'UAPED de Poitiers dans le cadre de cet examen est tellement mieux armée que moi à l'époque. Je l'appellerai Clara, pour conserver son anonymat. On va partir en salle d'examen ? Allez, c'est parti. Alors madame, vous restez là ? Elle a été victime d'inceste infligé par un de ses cousins. De ses 7 à ses 13 ans environ. Actuellement, t'es en quelle classe ? Très bien. Ça se passe bien ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? D'accord. Est-ce que tu fais des activités extrascolaires ou des passions, des choses ? Cette évaluation psy sert à mesurer l'impact des faits, même anciens, dans la construction de cette jeune fille. La façon dont tu parles, des faits, des éléments, des liens, ton élaboration, c'est pas les mots d'une enfant de ton âge de base. Ça vient aussi de toute la thérapie, de tout le suivi, de ta compréhension des faits en fait. Et là, tu mets du sens.
Elle est capable de déconstruire les mécanismes de l'agresseur, d'expliquer l'aspect systémique de l'inceste, en étant consciente du climat incestuel dans lequel elle a grandi. Tout ce que tu as mis en place là, ce sont des très 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 bons facteurs de résilience et pour pouvoir avancer. Vraiment. Je l'écoute. Et je peux pas m'empêcher de comparer le niveau de sensibilisation et d'information sur les violences sexuelles entre ma génération et la sienne. J'ai l'impression qu'il y a davantage de ressources qui existent. Mais sont-elles vraiment à portée de main ? Et puis, une fois que le mal est fait, franchement, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les victimes de pouvoir tout intellectualiser ? Car malgré des années de suivi psy et son ton décontracté, Clara souffre de troubles obsessionnels compulsifs et doit prendre des médicaments contre l'anxiété et des troubles du sommeil. Des conséquences lourdes pour une ado de 17 ans. Ben nous, on a terminé. Moi, je vais écrire un rapport qui sera envoyé directement à la personne qui m'a requise, donc aux forces de l'ordre. Ouais. Ça fera partie du dossier. Bien sûr. Vous pouvez bien entendu en avoir copie, dans lequel, en fait, je vais relater les éléments que tu m'as donnés, tout simplement. Ah, vous croyez que c'était fini la course ? Mais ça, c'était rien. Toutes ces questions, ces examens. Maintenant, le plus dur arrive. C'est des kilomètres et des kilomètres de nage en eau trouble, dans des marécages qui vous attendent. L'attente. Des années d'attente pour espérer peut-être obtenir justice. Vous avez couru de votre mieux, vous vous êtes arraché les poumons, le cœur, les jambes. Mais peut-être que votre affaire s'enlisera à jamais. Classée, sans suite. C'est le parquet qui va décider si vous aurez droit à un procès. Et ça, vous le saurez un jour. Dans 1 an, ou dans 6 en moyenne. Moi, j'ai dû attendre 3 ans. Qu'est-ce qui fait que notre justice ne peut pas aller plus vite ? Comment pourrait-on améliorer la prise en charge des victimes ? Pourquoi la grande majorité des dossiers ne déboucheront jamais sur un procès ? Qu'est-ce que les avocats, les juges, les travailleuses et travailleurs sociaux devraient savoir et appliquer pour qu'enfin, nous soyons dignement traités. À suivre dans Le cœur sur la table.